Ça, c'est une belle surprise. Chère Marie, chers amis, nous sommes ici sur la colline Sainte-Croix, le point culminant de Metz. Cette colline, berceau de Metz depuis le néolithique, jusqu'au XVIIe siècle, et qui fut aussi le berceau au sens premier pour des générations de médecins qui sont nés juste à côté, dans la maternité, créée à l'époque de la Révolution par le docteur Morlan, trop peu connu, médecin trop peu connu, qui fonda les sœurs de la charité maternelle au service des plus démunis. Et je pense que pour nous, c'est un symbole aussi très important pour notre action. La venue de Marine Le Pen dans notre bonne ville est pour chacun de nous, et particulièrement pour les membres de mon équipe, une grande joie et un grand encouragement. Élu au Conseil régional de Lorraine depuis 2004, aux côtés de Thierry Gourlot, mon colistier, en 2011, j'ai mis en ballottage le maire de Metz dans son fief électoral cantonal, puis, sans le soutien des fameux relais d'opinion, ce qui est indispensable, j'ai doublé le score du premier tour pour arriver à plus de 45% des électeurs. C'est pour continuer cet ancrage que j'ai demandé l'investiture pour cette élection municipale à Marine Le Pen. Et quand je me retourne sur cette campagne de près d'un an, j'ai la certitude du devoir accompli. Pour tous ceux qui militent, chacun avec ses talents, et dont un certain nombre sont ici, ceux qui sont dans la rue par tous les temps, à distribuer notre programme que vous pourrez trouver, qui vient de sortir, pour retrouver dans la salle, ceux qui sont derrière leur ordinateur, pour alimenter notre site, pour metz.com, j'en profite pour faire de la publicité, ceux qui sont à la permanence, aussi rue du Pont-Moreau, ceux qui sont au téléphone, bref, toute cette campagne qui a été menée pendant un an. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'il reste tant à faire, et tous les soirs, j'aimerais que les journées durent 46 heures, 48 heures, pour avoir le temps de convaincre, d'aller rencontrer les médecins qui nous attendent et nous mettre à leur service. Écoutez la misère discrète de ces personnes âgées qui m'habitent encore le soir après avoir fait un certain nombre de rencontres. Et je repense à cette dame sur le marché du Sablon qui n'arrive pas à vivre avec sa maigre retraite et qui me montrait ses jambes toutes gonflées par le travail parce qu'elle est obligée de continuer à travailler. Des témoignages comme cela, il y en a tant, je ne pourrais décrire. Écoutez ces parents du quartier de Metz-Nord qui avaient enchaîné le portail de leur école parce qu'on leur annonçait l'arrivée de 30 enfants de demandeurs d'asile supplémentaires dans l'école. C'était beaucoup trop pour une école dans laquelle déjà 70% des enfants ne parlent pas français chez eux. Et tous les parents, de toutes origines, ont eu ce cri du cœur en me voyant arriver. Vous êtes avec Marine Le Pen, on vous aime. Ça, c'est véridique. Et nous seuls les avons soutenus. Et l'unique réponse de l'adjointe communiste venue en urgence pour écouter ce qu'ils avaient à dire, ça a été d'enquêter pour savoir qui m'avait informé avant elle donc, de cette action. Écoutez, comme nous l'avons fait ce matin, écoutez les commerçants, et une commerçante particulièrement me dire « Bien sûr que je vous soutiens, je ne suis pas venue de Turquie à Metz pour voir s'installer derrière chez moi la grande mosquée, la future grande mosquée de Metz. Moi, je vends du jambon, je suis en France, je mange du jambon dans mon épicerie parce qu'après tout, ici c'est Metz, n'est-ce pas ?» Nos concitoyens ont été maltraités pendant 6 ans de gestion socialiste, par un maire arrogant, fasciné par de la Noé, par la nuit blanche, par le Metz-Plage, par toutes ces représentations de bobos parisiens qui étaient totalement... n'étaient pas attendus, y compris par les électeurs socialistes, bien sûr. Ce maire mal entouré, également avec des affairistes qui sèment dans toutes les rues, dans tous les quartiers de la ville, des cubes en béton pour le plus grand profit des promoteurs. Et mal entouré par 2 ministres de la Culture, parce qu'à Metz, nous avons donc la seconde de liste, Aurélie Filippetti, et également le président du comité de soutien, l'ancien ministre de l'UMP, Jean-Jacques Ayagon. Le PS à Metz ne se refuse rien, n'est-ce pas? Pendant ces 6 années,
nos concitoyens ont été lâchés par une opposition qui ne s'est pas opposée, ni sur les chantiers pharaoniques, ni sur la grande mosquée, ni sur l'afflux des demandeurs d'asile. Cette vieille droite des égo-messins, qui en 2008, à cause de ces divisions, a permis l'arrivée par effraction des socialistes à la mairie de Metz, se déchirait encore il y a tout juste 3 mois, avant de signer in extremis un pacte honteux de partage des prébendes, de partage des places sur le dos des électeurs. Cette liste, dirigée parce qu'ils ont trouvé le plus petit dénominateur commun, Madame Zimmermann, ne brille pas franchement par sa combativité. Alors les Messins pourraient se réfugier dans l'abstention, dont ils détiennent le record, hélas. Mais ils ne supportent plus ce clan qui se partage le pouvoir et qui détient les clés. Et le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sont là pour répondre à leur aspiration à mieux vivre. Nous sommes le vote utile, pour rassembler les déçus de la droite comme de la gauche, pour proposer une liste soucieuse du bien commun, représentative du peuple messin, et qui connaît ses attentes parce qu'elle partage la même vie. Il y a 6 mois, je t'ai dit qu'on t'attendait ici. Et je venais d'apporter sa carte à une nouvelle adhérente qui m'a longuement décrit ses difficultés. Les difficultés à trouver un maître d'apprentissage pour son fils, les violences au collège pour le plus jeune, et puis les fins de mois de plus en plus angoissantes. Et elle a conclu, en retenant difficilement son émotion, en me disant « Dites-moi, est-ce que Marine Le Pen se rend compte de l'attente et de l'espoir que nous mettons en elle? Est-ce qu'elle en est consciente ?» Et je lui ai promis que je t'en parlerai au bureau politique qui avait lieu quelques jours après. Et voilà la réponse, tu es à Metz. Je t'en remercie et j'en profite pour lancer cet appel. Vous tous qui êtes là, venez rejoindre nos équipes si vous n'en faites pas déjà partie, pendant ces 15 derniers jours de campagne, pour que nous puissions ensemble remettre Metz dans le bon sens. Merci. Merci beaucoup de votre accueil d'abord. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous voir, vous autres militants, faire de lance du combat politique. Je suis d'autant plus heureuse de vous rencontrer que je crois que nous sommes en train de vivre un moment historique. Je pense que notre pays est véritablement à la croisée des chemins. Alors bien sûr, nous sommes engagés là dans des élections municipales parce que le calendrier a fait que ce sont des élections municipales et ça tombe très bien parce que la fondation locale est pour nous absolument essentielle. Parce qu'on ne peut pas faire de politique si on n'est pas à proximité de ceux pour lesquels on fait de la politique. Parce qu'on ne peut pas construire de surcroît une maison par le toit, qu'il lui faut des fondations solides. Et c'est donc une lourde responsabilité qui va peser sur ceux qui demain vont représenter le Rassemblement Bleu Marine et le Front National, qui vont devoir prouver aux Français qui attendent cette preuve, que nous sommes d'abord ceux qui respectons nos promesses, que ce que nous disons pendant la campagne, nous le faisons lorsque nous sommes élus, que nous sommes ceux qui avons le respect de l'argent public. Parce que contrairement à nos adversaires qui parlent de crise, comme ils pourraient parler d'autres choses, ah c'est la crise, oh, la crise, on se demande d'ailleurs, pour finir, qu'est-ce que c'est que la crise? On a l'impression que c'est une sorte de catastrophe naturelle qui leur serait tombée dessus sans qu'ils aient la moindre responsabilité dans sa venue, alors qu'ils portent évidemment une très lourde responsabilité dans cette crise économique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, est-ce qu'il n'y a pas même une malhonnêteté ou un aveu de leur part lorsqu'ils ne tiennent pas compte de cette crise dans la manière dont ils gèrent les collectivités? Car là, je crois que le premier respect, c'est de dire c'est la crise, alors on en tient compte, alors on change les orientations de la gestion, et y compris municipale. Alors on arrête les projets pharaoniques, alors on arrête les dépenses de communication insensées, alors on fait des économies, alors on arrête de subventionner des associations qui sont des coquilles vides, et qui en réalité ne sont là que pour faire plaisir à la belle-sœur, du frère, du copain de la boulangère du maire. Alors on arrête de subventionner des associations qui sont pleines d'argent, et qui n'ont pas besoin d'argent public supplémentaire. Vous voyez, je veux dire, il y a un moment, cette incohérence-là, il faut leur mettre devant le visage.
Je pense qu'ils utilisent des mots, mais ils ne savent plus ce que ces mots recouvrent. Ils les utilisent comme des outils électoralistes. La sécurité, ça les intéresse beaucoup, surtout avant les élections. Après les élections, ça ne les intéresse plus. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on leur reproche le plus aux maires du MPPS. Non seulement ils gèrent mal, non seulement ils endettent les villes, non seulement ils se sont servis de l'impôt, je veux dire, comme un marteau sur lequel ils ont tapé, avec lequel ils ont tapé sur la tête des habitants en toutes circonstances, ce qui venait aggraver la situation d'ailleurs nationale, mais en plus ils nient la réalité. Et ça, je trouve que c'est le plus blessant pour la population. Ils sont là pour nier l'insécurité. Ah mais pas du tout, il n'y a pas d'insécurité. Vous allez où que ce soit. À Metz, il n'y a pas d'insécurité. À Lyon, il n'y a pas d'insécurité. À Marseille, il n'y a pas d'insécurité. Il y a de l'insécurité nulle part si on les écoute. Et pourtant, cette insécurité, elle existe. Elle est là. Elle fait des victimes. Elle fait des angoissés. Des parents qui ont peur pour leurs gamins à l'école. Des personnes âgées qui craignent de sortir. Des utilisateurs de transports en commun qui s'inquiètent. C'est la pire chose qui puisse être faite par un dirigeant politique, c'est de nier la réalité de ce que vivent les habitants et les Français. Je trouve ça scandaleux. Chez moi, un des problèmes de commerce qui ferme, mais pas du tout, regardez, tout le monde est content, il y a des commerçants. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous mentez. Et vous mentez au niveau local comme vous mentez au niveau national. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'encore une fois, c'est le dernier des mépris que de ne pas admettre la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Et cette réalité, eh bien, elle est difficile, mesdames et messieurs. Et peut-être plus encore difficile qu'on l'imagine. La détresse que moi j'ai pu rencontrer dans cette campagne municipale, elle, c'est vrai qu'elle serre le cœur. Et tu as raison, Françoise, de le dire. Parce que, encore une fois, bien sûr, on a des grands chiffres. 5 millions sur 10 ans de chômeurs officiels, probablement 7 millions. Quand on compte les stagiaires, les pré-retraités, ceux qui ne vont même pas s'inscrire parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront aucune chance de trouver un emploi. Ça, ce sont des chiffres. Mais derrière ça, il y a une somme d'angoisse qui est inouïe. 900 000 pauvres supplémentaires depuis 3 ans. 900 000 pauvres! 900 000 personnes qui n'arrivent plus à boucler des fins de mois, qui ne savent même plus comment est-ce qu'ils vont payer leur électricité, leur loyer. Ça, c'est une réalité charnelle de souffrance qui est en train de vivre notre pays. Ces chiffres de l'insécurité qui ont été et qui sont magouillés depuis des années, révélation faite il y a quelques jours pour la préfecture de Paris, mais à mon avis, c'est à peu près partout pareil. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a appris qu'il y avait des plaintes qui étaient mises à la poubelle pour ne pas être comptabilisées? Des victimes qui apprennent que leurs plaintes, la souffrance qui leur a été infligée, le symbole de la souffrance qui leur a été infligée, le symbole de la demande qu'ils font de justice est parti dans une corbeille pour pouvoir manipuler les chiffres. Je veux dire, c'est insupportable. De la même manière, les grands dangers qui pèsent sur notre pays sont niés ou minimisés. J'ai dû me bagarrer avec M. Apathy pour révéler l'information qu'il y avait 48% d'augmentation de clandestins dans l'Union européenne en une seule année. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Frontex. Frontex, c'est l'agence qui sert à rien. Elle est censée surveiller la frontière, mais il y a 2 hélicos, 3 pauvres types, il doit y avoir 3000 personnes dans les bureaux, que ça pour aller dans les bureaux, pour faire de la bureaucratie, l'Union européenne, elle sait faire. Hein. Mais pour répondre aux problèmes des peuples européens, elle ne sait pas faire. On est en permanence, chaque jour, obligé de jouer les lanceurs d'alerte pour informer de la réalité de ce qui se passe. Ce matin, j'ai dû révéler que la Cour de justice européenne vient d'obliger les États non seulement à loger les demandeurs d'asile, qui ne sont plus des demandeurs d'asile, il faut arrêter de se raconter des histoires, c'est une nouvelle filière d'immigration maintenant. Bon, ils viennent de pays où évidemment les gouvernements ne persécutent pas leurs propres compatriotes, ou alors, il faut le dire, parce qu'il faut arrêter d'ouvrir des chapitres d'adhésion pour les faire rentrer dans l'Union européenne, je pense au Kosovo par exemple, ou à l'Albanie. Et bien maintenant, on va plus loin que ça. Maintenant, il faudra que l'État prenne en charge, leur accorde des aides financières pour leur permettre de se loger dans le privé. Ah oui, ben quoi? Et alors on est généreux ou on l'est pas, hein. Alors moi je comprends que ça suscite l'indignation. Je suis la première à être indignée. Et j'espère que les gens vont être indignés
parce que c'est scandaleux de voir que des familles restent sur le bord de la route, attendent pendant des années un logement social. Et on leur dit, ah ben non, vous ne pouvez pas, parce que ça fait 10 ans que vous attendez, mais là, il y a une famille kosovare qui vient d'arriver, là, avec 4 enfants, donc il faut la loger d'urgence. D'ailleurs, vous attendrez encore 5 ou 10 années de plus. Il y a un moment donné où charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est le bon sens. Nous, on ne réclame que cela. On ne dit pas, nous sommes des gens généreux, même comme les autres. Il faut arrêter d'admettre les critiques qui sont formulées contre notre politique. Mais nous, notre générosité, nous la réservons d'abord aux nôtres. Voilà. Car moi, je ne supporte pas de passer en voyant des femmes qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, multiplier les SDF, voir des gens qui sont logés dans des habitations qui sont inadmissibles parce qu'on a décidé qu'on allait jouer les généreux en mettant en place une véritable priorité étrangère. C'est vrai pour les demandeurs d'asile, c'est vrai aussi pour le travail. Cette directive de détachement des travailleurs qui fait venir massivement des gens qui sont payés par les entreprises 30 à 40% moins cher, bah évidemment, du coup, de fait, c'est une préférence donnée aux travailleurs étrangers, alors qu'encore une fois, tous les jours, il y a des milliers de Français qui sont sur le carreau. Pas 6 000 en janvier, comme on vous l'a dit. 6 000, c'était la catégorie A. 23 600 sur le carreau au mois de janvier. 23 600. Et chaque mois amène son lot de gens qui ont perdu leur travail et qui, pour une grande partie d'entre eux, savent pertinemment qu'ils n'en retrouveront jamais, parce que dans cette société ultralibérale horrible de violence, on considère qu'à 50 ans, on ne vaut plus rien, qu'on n'est plus compétitif. Voilà. Eh bien moi, cette société-là, j'en veux pas. Alors il faut mener le combat, voilà, c'est aussi simple que ça. Et il faut le mener partout. Il ne faut pas se dire, ah ben je vais me réserver pour les présidentielles, mais pour mon municipal, non. Partout, maintenant, à chaque fois qu'on a la possibilité de voter, il faut exprimer ce qu'on ne veut plus, il faut exprimer ce qu'on veut, il faut défendre les intérêts du peuple français. Et ça commence évidemment par les municipales. Et ça continuera demain avec les européennes. Car il n'y a que par un réflexe du peuple français que la situation pourra changer. Sinon, on sera embarqué. Et au fur et à mesure, comme le voleur chinois, quand on aura fini de nous retirer notre souveraineté nationale, eh bien le jour où on se réveillera en disant « Ah, ça y est, je vais voter patriote », eh bien le bulletin qu'on mettra dans l'urne ne vaudra plus rien, parce qu'en réalité, il n'entraînera plus aucun pouvoir pour ceux qui auront été élus avec. Alors on ne peut pas se permettre cela. Moi, je vais vous dire, je suis convaincu que nous allons arriver au pouvoir dans les 10 prochaines années. Dans les 10 prochaines années, nous serons à la tête de notre pays. Mais la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est dans quel état il sera. Et donc, il faut qu'il soit le moins abîmé possible. Il faut qu'on ait tenté, d'ici là, d'empêcher par tous les moyens l'UMP et le PS, qui par faiblesse, qui par clientélisme, qui par cupidité, souvent, eh bien, ont complètement abandonné la défense des intérêts des Français. Nous sommes le parti de la vraie vie. Nous sommes le parti qui diagnostiquons les vraies préoccupations des Français. Et nous sommes le parti qui défendons les solutions qui sont parfaitement possibles, à mettre en œuvre pour changer radicalement cette politique. Mais encore une fois, notre pire ennemi, mes chers amis, c'est le temps maintenant. Tic-tac, 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 ça court, ça court, ça court, ça court. Et chaque jour qui passe, c'est plus de chômeurs, plus d'insécurité, plus de voyous, plus de clandestins, plus de Français jetés dans la misère qui peut-être pour certains d'entre eux n'arriveront plus à s'en sortir. C'est plus de familles moyennes qui se retrouvent déclassées dans la société. C'est plus d'entreprises qui ferment, c'est plus de commerces qui ferment, c'est moins d'apprentis. C'est-à-dire ces jeunes à qui on peut transmettre le savoir, mais à qui on ne se donne pas les moyens de le faire. C'est plus de désespérance aussi, c'est plus de fatalisme. Alors vous voyez que j'ai besoin de vous, voilà, non plus tant comme sympathisant ou comme spectateur, j'ai besoin de vous comme acteur. Chacun de vous doit maintenant se considérer comme porteur d'une part de la responsabilité de ce qui va arriver dans notre pays demain. Chacun doit se sentir responsable non seulement de sa nation, mais également de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que chacun d'entre vous, en vous, vous représentez une part de la France, une part de son héritage, une part de son histoire, une part de son patrimoine, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est glorieux, et je crois que le lieu est particulièrement bien choisi. Mais vous avez aussi en vous une part du génie français, vous avez une part du courage du peuple français, qui à chaque fois qu'il s'est trouvé à genoux,
a su trouver le sursaut pour se redresser et pour continuer à avancer sur le chemin de l'histoire. Alors ce chemin de l'histoire, nous allons l'emprunter ensemble. Nous allons changer l'histoire avec un grand H. Voilà l'aventure à laquelle, dès aujourd'hui, je vous appelle. Vive Metz et vive la France! À venir autour de nous pour faire une photo de famille qui nous fera à tous bien plaisir.